Pourquoi ce type n'a-t-il pas été emprisonné? S'il avait un long casier judiciaire et plusieurs condamnations, pourquoi diable ce type a-t-il été remis en liberté? Il savait qu'il ne se comportait pas comme un être humain normal, qu'il prenait les femmes pour cible afin de leur faire les pires choses possibles. Mais malgré tout, ils l'ont laissé partir. Cet homme est entré dans ma vie pour tuer ma fille et je ne lui pardonnerai jamais. Je souhaite seulement qu'il brûle en enfer pour l'éternité. Sommes-nous vraiment en sécurité dans nos maisons? Malheureusement, de nos jours, nous vivons dans un monde qui nous fait nous sentir en insécurité dans bien des situations. Mais ce n'était pas une inquiétude courante dans les années 90, surtout si nous étions à l'intérieur de nos maisons. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Polly Anaklas, une jeune fille de seulement 12 ans qui ne pouvait pas imaginer que la soirée pyjama qu'elle organisait chez elle finirait par un enlèvement. Cette affaire est extrêmement choquante, avec un crime étrange d'opportunité qui montre jusqu'où la méchanceté et la violence humaine peuvent aller pour rien. Polly Anaklas est née le 3 janvier 1981 en Californie, aux États-Unis. Elle était la fille d'Eve et de Mark Klass, mais ses parents ont divorcé alors qu'elle n'avait que 2 ans. Polly est restée sous la garde de sa mère et quelque temps plus tard, alors qu'elle avait 6 ans, Eve a rencontré Alan Nicole, avec qui elle a commencé une relation, s'est mariée et a eu une autre fille nommée Annie. À ce moment-là, Mark avait également reconstruit sa vie et était marié à une femme nommée Vicky. Bien qu'ils soient séparés, les ex-époux avaient eu un divorce à l'amiable et maintenant une relation calme et respectueuse, surtout à cause de leur fille. Polly était une fille extrêmement intelligente. On dit qu'elle était plus intelligente que la moyenne des filles rencontrées de son âge, elle apprenait tout très facilement, elle était passionnée de musique, d'art, elle aimait étudier, lire des livres. Son livre préféré était Les 4 filles du docteur Marsh, et je mentionne le nom de ce livre maintenant parce que cela sera un fait curieux à la fin de l'affaire. Et elle disait aussi que, quand elle serait adulte, elle voulait devenir actrice. Polly adorait regarder les films de l'actrice Winona Ryder qui, plus tard, jouera aussi un rôle dans cette histoire. Winona a joué dans de nombreux films à grand succès, comme Une vie interrompue, Beetlejuice, et elle reste encore aujourd'hui sous les projecteurs, avec sa participation la plus récente et remarquée dans la série Stranger Things. Au début de 1992, la mère de Polly et son beau-père se sont séparés et Yves s'est installé à Petaluma, en Californie. C'est dans la ville, plus précisément au centre communautaire local, que Polly a obtenu une place pour des cours de théâtre gratuits. En combinant les activités de l'école où elle étudiait avec celles du centre communautaire, Polly suivait des cours de musique, de danse et de théâtre. Ayant appris à chanter et jouer de la clarinette, elle a été sélectionnée pour la fanfare de l'école. Et en fait, la jeune fille faisait ses premiers pas pour réaliser son rêve de devenir artiste. Mais malheureusement, tous ses rêves ont été détruits dans la nuit du 1er octobre 1993. Ce jour-là, Polly, âgée de 12 ans, avait invité 2 amis à dormir chez elle pour une soirée pyjama. Il s'agissait de Kate et Gillian. Les filles ont joué aux jeux vidéo, essayé des costumes d'Halloween, prévus quelques semaines plus tard, mangé de la glace et s'amusait beaucoup. Vers 20h, Eve ne se sentait pas très bien, elle avait mal à la tête, et a prévenu les filles qu'elle allait prendre un médicament et se coucher avec Anne, sa plus jeune fille. Mais à ce sujet, tout allait bien, puisque les filles étaient à l'intérieur de la maison et en sécurité, apparemment. Un peu avant 22h, Eve s'est levée et est allée dans la chambre demander aux filles de faire moins de bruit. Vers 22h30, Polly est allée chercher dans une autre pièce quelques draps pour que ses amis puissent dormir. Mais lorsqu'elle a ouvert la porte de la chambre, elle est tombée sur un homme de grande taille tenant un énorme couteau à la main. Au début, il a dit qu'il voulait seulement de l'argent et qu'il ne ferait de mal à personne, mais il a prévenu que si elles criaient, il leur trancherait la gorge à toutes. Il a demandé quelle fille habitait là. Polly a répondu que c'était elle et a ajouté qu'elle savait où trouver de l'argent dans la maison.
Alors cet homme a attaché les poignets des 3 filles avec un tissu blanc qu'il avait avec lui. Ensuite, il a demandé à Polly de s'asseoir sur le lit et il a renforcé les liens de Kate et Gillian en utilisant le câble de la manette de jeu vidéo et une sangle de sac à main qu'il a trouvé dans la chambre. Après cela, il a mis des tailles d'oreiller sur leur tête, les empêchant de voir quoi que ce soit, mais cela ne les empêchait pas de respirer. Il leur a ordonné de fermer les yeux et de compter jusqu'à 1000, car quand elles auraient fini de compter, ils seraient déjà partis et Polly serait de retour. Lorsqu'il a quitté la chambre avec Polly, les filles ont tenté de défaire les nœuds, mais ce n'était pas facile. Elles ont essayé de le faire sans faire de bruit ni crier, car elles voulaient se détacher et demander de l'aide à Eve discrètement. Elles avaient un peur que, si elles criaient ou faisaient du bruit, cet homme puisse faire quelque chose à Polly ou revenir pour leur faire du mal. Elles ont mis environ 15 minutes à se libérer et après cela, elles ont couru dans la chambre d'Eve pour lui dire que cela venait juste d'arriver. Elle, de son côté, complètement désespérée, a appelé la police qui est rapidement arrivée sur les lieux. Dans la maison, les policiers ont inspecté la chambre et ont trouvé des bandes de tissu blanc qui ne venaient pas de la maison. Sur le tapis, ils ont trouvé un cheveu, mais même avec la racine, il n'a pas été possible de déterminer à qui il appartenait. Parce qu'à l'époque, rappelons-le, c'était en 93, les tests ADN n'étaient pas aussi précis qu'aujourd'hui. Kate et Gillian ont été entendues, elles ont tout raconté de ce qu'elles avaient en vue. Et apparemment rien n'indiquait un suspect connu. Cela a beaucoup compliqué le travail de la police, alors, dès le lendemain matin, ils ont décidé d'offrir une récompense de 10 000 $ pour toute information menant à la localisation de Polly. Les jours ont passé. L'affaire a pris une ampleur énorme et s'est étendue à tout le pays. À cette époque, l'Internet domestique en était encore à ses débuts. Et d'après les archives, ce fut l'une des premières fois que le monde numérique a été utilisé comme outil pour faire connaître un cas de disparition. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il s'agissait plutôt de sites d'actualité et de forums en ligne pour discuter de divers sujets, mais malgré cela, d'une certaine manière, cet outil était essentiel. Les équipes de recherche ont utilisé des chiens renifleurs et des hélicoptères qui ont survolé la zone boisée du quartier. Plus de 100 personnes, y compris des policiers et des bénévoles, ont apporté leur aide. Comme le temps passait et qu'aucun nouvel élément n'était découvert, le FBI a été sollicité. Ainsi, une nouvelle équipe plus spécialisée s'est rendue à la maison pour une expertise plus approfondie, où cette fois, avec plus de moyens, la police a réussi à identifier des empreintes digitales sur l'une des fenêtres de la propriété. Et une empreinte palmaire, qui est comme une empreinte digitale mais provenant de la paume de la main, a été trouvée sur la tête de lit de Polly. De plus, les agents ont réalisé un portrait robot à partir des informations que les amis Kate et Gillian ont décrites. Les radios nationales évoquaient l'affaire et la photo de la fillette passait dans de nombreuses émissions télé. Et avec tout ce retentissement, l'actrice Winona Ryder a appris que la jeune fille disparue était sa fan et a décidé d'aider la famille en offrant une récompense de 200 000 $ à toute personne ayant des informations cruciales. Il convient de souligner que ce montant, de nos jours, représenterait environ un demi-million de dollars. Alors, ce qu'ils avaient jusqu'à présent était un cheveu qui pourrait être utilisé pour comparaison, des empreintes digitales, une empreinte palmaire, des morceaux d'un tissu blanc et un portrait robot, mais ils n'avaient toujours aucune information concrète sur l'identité de cet homme, et, malheureusement, encore moins sur ce qui était arrivé à Polly. Presque 2 mois après la disparition, le 28 novembre, les autorités ont reçu un appel d'une femme nommée Dana qui, après avoir marché sur le terrain de sa propriété, a trouvé des objets étranges et a pensé qu'ils seraient d'une importance capitale pour que la police les examine. Elle avait trouvé dans une zone boisée un sweatshirt de taille adulte, plusieurs morceaux de tissu, des rubans et un collant rouge. Les objets étaient disposés comme s'ils avaient été utilisés pour attacher quelqu'un puis jetés, et ce qui avait le plus attiré son attention, c'est qu'il y avait des cheveux coincés dans un nœud de l'un des tissus. Lorsque les policiers sont arrivés et ont tout analysé, Dana a ajouté une nouvelle information.
Elle a dit qu'au début du mois d'octobre, une baby-sitter qu'elle avait engagée pour s'occuper de sa fille pendant une soirée où elle devait sortir était partie de la maison peu avant minuit et, en chemin, elle avait vu un homme debout à côté d'une voiture. Il l'a abordée en demandant de l'aide, affirmant que sa voiture était embourbée ou en panne, mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas l'aider et est partie. Quand elle a trouvé une cabine téléphonique, la baby-sitter a appelé Dana pour l'avertir qu'il y avait un homme au comportement suspect près de la propriété. Dana a alors appelé la police simplement pour qu'ils fassent une vérification. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont parlé avec un homme qui était encore là et qui a dit s'appeler Richard, mais il a affirmé qu'il n'était pas de la région, qu'il était perdu et que sa voiture s'était retrouvée coincée là. La police a fouillé l'homme, la voiture, ils n'ont rien trouvé de suspect et il a été relâché. Mais tard, en examinant les rapports de cet incident, les autorités se sont rendues compte que cela s'était produit le même jour où Polly avait été enlevée. C'était vraiment une grosse coïncidence. Pendant qu'une équipe examinait en détail les lieux, une autre équipe du FBI a mené des recherches plus approfondies sur l'identité de cet homme. Il s'appelait Richard Allen Davis, âgé de 39 ans, et il avait déjà un long passé avec la police et la justice. Richard avait été arrêté pour la première fois en 1966 à l'âge de 12 ans pour un vol avec violence. Ensuite, il a été arrêté 5 autres fois, pendant son adolescence pour vol et trafic de drogue, mais il a toujours été rapidement relâché en raison de son âge. En 1975, à l'âge de 21 ans, il a été condamné à 19 ans de prison pour vol à main armée, mais il n'a purgé qu'une seule année avant d'être libéré. En 1977, à 23 ans, il est retourné en prison pour effraction et vol à main armée. Il a été condamné à 6 ans de prison. En 1985, à l'âge de 31 ans, il a de nouveau été emprisonné pour vol à main armée, enlèvement et abus, et a été condamné à 19 ans de prison. Il est sorti de prison après avoir purgé 7 ans et 4 mois. Autrement dit, un casier judiciaire extrêmement long. Les preuves trouvées sur la propriété de Dana ont été comparées au matériel recueilli dans la chambre de Polly, et il a été constaté qu'elles étaient compatibles. Les tissus correspondaient et s'emboîtaient même selon la façon dont ils avaient été découpés. De plus, le portrait robot réalisé par les amis de Polly ressemblait beaucoup à la photo de Richard. Comme la police avait son adresse dans le système, une équipe d'agents s'est rendue sur place, mais il n'y était pas. Ils ont alors décidé de faire une surveillance autour du domicile, dans l'espoir qu'il apparaisse à un moment donné, et le plan a fonctionné. Quelques heures plus tard, Richard est apparu, il a été arrêté et emmené au commissariat. Richard a nié pendant des jours avoir fait quoi que ce soit à la fillette disparue. Il niait de toutes les manières toute implication dans l'enlèvement et la disparition. Mais les enquêteurs ont appelé Kate et Gillian pour identifier le suspect, et au moment où elles ont vu Richard, elles ont toutes les deux affirmé sans l'ombre d'un doute que c'était lui qui était entré dans la maison cette nuit-là. Comme ces empreintes digitales ont été relevées, aussi bien celles des doigts que celles de la paume de la main, les policiers attendaient simplement le résultat des analyses. Et sans surprise pour personne, elles étaient compatibles. Autrement dit, ils avaient toutes les preuves dont ils avaient besoin pour considérer Richard comme le responsable. Cependant, la police n'a pas informé Richard qu'ils avaient toutes ces preuves contre lui. Par exemple, lors de l'identification du suspect, faite par Kate et Gillian, elle se trouvait dans une autre pièce derrière une vitre. Richard n'avait aucune idée de ces preuves, et c'est pour cette raison que, pendant des jours, il a continué à tout nier. Le 3e jour de détention, la police a choisi d'informer sans recourir à la violence pour obtenir des aveux. Mais malgré cela, il continuait à nier. Le 4e jour de détention, Richard a reçu la visite d'un ami qui l'a informé que la nouvelle selon laquelle il avait enlevé Polly s'était déjà répandue, et que les preuves que la police avait contre lui, y compris les empreintes digitales et de la paume, avaient été publiées dans les journaux. Et cet ami lui a conseillé d'avouer, de dire où se trouvait Polly, sinon les choses pourraient empirer pour lui. S'il niait jusqu'au bout et était reconnu coupable au tribunal, il risquait facilement la peine de mort.
Se rendant compte qu'il n'y avait plus moyen de nier le crime et ne voulant pas cette fin pour lui, Richard a décidé d'avouer. Il a dit que le jour du crime, il était sorti d'un centre de désintoxication où il était interné pour pouvoir rendre visite à sa mère qui vivait à Petaluma. Mais en chemin, il a commencé à boire, à consommer de la drogue. Et en passant devant la maison de la famille de Polly, il a remarqué qu'il y avait une fenêtre ouverte et a décidé d'entrer. Il est allé jusqu'à la cuisine, a pris un couteau et, à partir de ce moment-là, il affirme qu'il ne se souvient absolument de rien. Quand il a repris conscience, il était déjà dans la voiture avec Polly attachée sur la banquette arrière, en train de pleurer et de dire que ses poignets lui faisaient mal parce que les nœuds étaient un nez trop serrés. Il a dit qu'il a desserré un peu les nœuds et, lorsque sa voiture est tombée en panne, il s'est rendu compte que ce n'était pas une bonne idée de rester avec la fillette là, sur la route. Il l'a emmenée au milieu de la forêt, à environ 50 mètres, et l'a laissée là. En revenant à la voiture, il a aperçu une femme. Il a essayé de demander de l'aide, mais elle est finalement partie sans même lui parler. Et dans ce cas, cette femme était la nourrice de Dana. Il a commencé à demander aux voitures qui passaient tard de s'arrêter pour essayer de l'aider, mais personne ne s'est arrêté sauf la police quand elle est arrivée et l'a abordé. Après avoir résolu le problème de la voiture, il est retourné dans la forêt, a récupéré Polly et, avec la petite fille de nouveau dans la voiture, il ne savait plus quoi faire d'elle. Il n'a pas donné de détails sur la suite des événements, il a seulement dit que, avant de lui ôter la vie par suffocation, la petite fille lui aurait demandé de ne pas lui faire ce que son père lui faisait, laissant entendre que Polly subissait des abus de la part de son propre père, ce qui n'a jamais été confirmé. Richard a déclaré qu'il avait caché le corps dans un grand buisson près de l'autoroute 101. Il a accepté de conduire les policiers jusqu'à l'endroit indiqué et, une fois arrivés, ils ont trouvé le corps de Polly enterré dans une tombe peu profonde. Le procès de Richard a commencé en juin 1996. Il était accusé de meurtre au premier degré, avec 4 circonstances aggravantes: violation de domicile, vol, enlèvement et abus sur mineur. Et même s'il avait avoué le crime au commissariat, au tribunal, il a plaidé non coupable. D'après ce qui a été découvert lors de l'enquête approfondie avant les audiences, Richard aurait ôté la vie de Polly au moment où la voiture s'est arrêtée, et non après. Car on pense qu'il n'aurait pas laissé la fillette en vie au milieu de nulle part, puisqu'elle aurait pu crier ou même essayer de s'enfuir. Donc toute la partie où il a dit qu'il avait laissé la fillette dans la forêt et qu'il était ensuite revenu la chercher est très probablement un mensonge. Il lui aurait déjà ôté la vie, se serait débarrassé du corps, et quand la voiture est tombée en panne, tout cela s'était déjà produit. Un fait curieux ici, et même intriguant, est le suivant. Au moment où la police est intervenue, alors que Richard était avec la voiture en panne, l'enlèvement n'était pas encore devenu public, mais il était déjà connu de la police. Selon l'enquête, le central de police a informé les autres patrouilles par radio à propos de l'enlèvement. Cependant, tout indique qu'au moment où cet avertissement a été diffusé, c'était exactement le moment où les 2 policiers étaient en train d'aborder Richard hors de la voiture de patrouille. Et, à cause de cela, par une malheureuse coïncidence, ils n'en ont pas eu connaissance à ce moment-là. Mais malheureusement, très probablement, à ce moment-là, il était déjà trop tard. Le procès a duré environ 10 semaines et en septembre 1996, Richard a été reconnu coupable et condamné à la peine de mort. En sortant du tribunal, Richard a montré ses 2 majeurs aux caméras qui diffusaient le procès dans tout le pays. Aujourd'hui, il a plus de 70 ans et il reste dans le couloir de la mort. En revenant un peu en arrière, en 1994, Winona Ryder a participé au film Les 4 filles du Dr Marsh, inspiré du livre du même nom, qui était le préféré de Polly. Au moment de la sortie du film, son corps avait déjà été retrouvé, mais le procès n'avait pas encore eu lieu. Winona a dédié sa participation au film à la mémoire de la jeune fille, qui malheureusement n'a jamais eu l'occasion de voir la version de son livre préféré, interprétée par son actrice favorite. Bien que le père de Polly, Mark, soit apparu dans les médias tout au long du processus d'enquête et du procès,
Sa mère est toujours restée en contact avec son ex-mari, mais elle a préféré gérer sa douleur de manière discrète, étant présente aux audiences, mais n'apparaissant jamais en public ni donnant la moindre interview. Le corps de Polly a été incinéré et, afin d'éviter la couverture médiatique pendant les funérailles, la famille a organisé la cérémonie de manière privée dans un lieu non communiqué. Dans une interview pour un documentaire sur l'affaire Polly, Mark a fait la déclaration suivante. Pourquoi ce type n'est-il pas resté en prison? S'il avait un long casier judiciaire et plusieurs condamnations, pourquoi diable ce type a-t-il été remis en liberté? En 1978, il a été diagnostiqué comme un psychopathe sexuel. Il savait exactement qui il était, ce qu'il était. Il savait qu'il ne se comportait pas comme un être humain normal, qu'il prenait les femmes pour cible afin de leur faire les pires choses possibles. Mais malgré tout, ils l'ont laissé partir. Pourquoi? Cet homme est entré dans ma vie pour tuer ma fille et je ne lui pardonnerai jamais. Je souhaite seulement qu'il brûle en enfer pour l'éternité.